Oui, vous l'avez vu dans le titre, il s'est passé des trucs assez fun dans cet épisode de Raw. Une moustache bulgare, c'est pas toujours qu'on en voit une. Mais derrière ce titre un peu fun se cache quand même une triste vérité, c'est que c'est une journée assez triste pour moi, Serge Voldan. Car si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, c'est officiel, je quitte le moulin de Voldano. Ma dernière vidéo sur le moulin de Voldano est sortie. Vous pouvez la voir de toute façon dans la description de cette vidéo se trouve le lien de la chaîne du moulin de Voldano et vous pourrez donc voir cette fameuse vidéo. Mais oui, je prends un nouveau départ, je quitte la chaîne qui m'a fait grandir pendant plusieurs années, 2 ans, avant que je parle de catch et voilà, c'est quelque chose d'assez dur à supporter, mais bon, heureusement que cet épisode d'Euro était assez fun, ça permet de me faire remonter le moral et j'espère aussi vous faire remonter le moral parce que vous écoutez actuellement le Serge Podcast, une émission à écouter pour être diverti si jamais vous n'allez pas très bien en ce moment. Je suis Serge Voldan, nous allons parler de ce Monday Night Raw, celui du 16 septembre 2019, un show que j'ai pas mal aimé, on va en revenir détail par détail juste après le générique. Give me what I want! That's not what I want! Give it to me! Give me what I want! I'm not finished with you! It should have been me! Let's do this! Good Lucho. This is the house that AJ Styles built! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Allez, on va essayer de se remonter un peu le moral et parler de ce Monday Night Raw. On commence avec un bon vieux Seth Rollins, notre tant aimé Seth Rollins, le tueur de maîtres et maintenant le tueur de monstres, ouvre ce show. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite promo, il revient sur ce qui s'est passé hier, le fait qu'il a perdu les titres mais qu'il devait se concentrer pour vaincre Braun Strowman, qui en a vraiment chié parce que Braun Strowman est quelqu'un de très très large et qu'il a dû passer 4 curbstones. Bref, il fait un recap un peu de ce qui s'est passé à Clash of Champions, mais il constate avec stupéfaction que la foule, est un peu animée par autre chose. La foule n'arrête pas de chanter Yowie Wowie, et Seth Rollins constate que le Fiend, son prochain adversaire, est quand même bien plus aimé que lui, ce qui le fout un peu en boule. Mais donc le fameux Bray Wyatt, le Fiend, sous forme de Bray Wyatt, le coupe depuis le Titantron via une promo Firefly Funhouse. Qu'est-ce qu'il dit? Il va dire qu'en tant qu'humain, on commet tous des erreurs, mais qu'on finit par se faire pardonner parce que les hommes oublient vite. C'est humain, on oublie vite les choses. Mais le Fiend, lui, n'oublie jamais. Il n'oublie jamais, et c'est pour cela qu'à Clash of Champions, il s'est permis de faire un petit coucou à Seth Rollins. Et qu'il en refera peut-être un ce soir. Intéressant tout ça. Seth, sans se chier dessus, reconnaît quand même la dangerosité de son adversaire, et Bray Wyatt finit sa promo par un petit « Bye, on se revoit en enfer !» bien enfantin qui fait bien flipper sa race. C'était un très bon segment d'ouverture, le match Fiend contre Seth Rollins pour le titre universel aura donc bien lieu à Hell in a Cell, et ça annonce d'être vraiment épique. Il y a un truc que j'ai adoré en termes de mise en scène, c'est qu'ils se sont permis de faire des zooms progressifs sur le visage de Rollins, mêlés à des zooms progressifs sur le visage de Bray Wyatt. Et cette mise en scène, ça rend cette rivalité tellement importante. On va peut-être avoir un match qui va être digne de, d'un Obi-Wan contre Dark Vador. J'ai vraiment hâte de voir ce programme évoluer au fil des semaines. Et rappelons que quand même la WWE n'a que 3 semaines. 3 petites semaines pour builder tous les matchs du show. Mais je fais pas trop de soucis pour eux, ils s'en sortent pas trop mal pour l'instant. On va voir la suite de ça plus tard. Braun Strowman, notre bon gros géant, notre monstre au-dessus des hommes, marche dans les coulisses. Et il a l'air d'en avoir plein le cul. Il se fait couper par une journaliste et lui répond tout de suite « Qu'est-ce que tu veux? Les prochains qui vont monter sur ce ring vont recevoir ses mains !» Du Braun Strowman tout craché, il a l'air d'être vachement énervé d'avoir perdu son titre par équipe, ainsi que l'opportunité de gagner le titre universel d'hier soir. Donc, qu'est-ce qui passe? Nos nouveaux champions par équipe, Robert Roode et Dolph Ziggler, montent le ring, suivis des autres champions par équipe de SmackDown, les Revival, pour une raison qui m'échappe, car ils n'ont rien à voir avec Roode et Ziggler, mais bon, il y a forcément une raison pour laquelle ils sont là, et on va la découvrir tout de suite. Roode prend un micro et dit ceci. Au départ, quand nous sommes devenus partenaires avec Dolph, personne n'y croyait. Mais maintenant, nous voilà champions.
Mais il se fait vite interrompre par le monstre parmi les hommes, Braun Strowman, qui vient faire le ménage en commençant par la Revival, qui sont donc venus dans le seul but de se faire tuer par Braun. Puis c'est Ziggler qui va se faire déglinguer, et seul Robert Roode va survivre en fuyant le ring. C'est un segment classique de Braun Strowman, mais j'ai aimé le fait que Robert Roode fuit l'attaque. J'ai l'impression que son personnage est enfin sur une bonne dynamique depuis son départ de NXT. Et bon, on verra, hein, peut-être qu'ils vont tout gâcher encore une fois. Mais voilà, on va parler trop vite, mais on est sur une bonne dynamique, donc hâte de voir la suite avec Robert Roode. D'ailleurs, ce soir, il affronte Seth Rollins dans le main event. Nous verrons comment ce match était. Les champions par équipe, Nikki Cross et cette chienne d'Alexa Bliss annoncent qu'elles affrontent les ex-championnes par équipe ce soir en buvant ce qui semble être du thé. Le match peut être intéressant, nous verrons bien. Poursuivons avec un 6-man tag team match. Le club, les 3 membres du club, AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson, affrontent Cedric Alexander accompagnés des Viking Riders, Eric et Ivar. À Clash of Champions, Cedric Alexander a eu son match face à AJ dans le kick-off, ce qui est quand même le don de m'énerver. Il s'est fait exploser en 5 minutes, ce qui a eu aussi le don de bien me foutre en rogne. Et maintenant, il décide de prendre sa revanche avec l'aide de ses amis vikings. Donc ce qui s'est passé, c'est que Cédric était un peu sur les nerfs, a très vite enchaîné les attaques offensives sur AJ Styles. Il avait quand même une certaine pulsion vénère à dégager de son corps, hein, donc il s'est vénère sur AJ, il a enchaîné les attaques. Puis après on a eu droit à un match un peu plus équilibré entre Luke Gallows et Anderson et les Viking Riders, qui ont eu des spots assez équilibrés. Mais finalement, Styles, qui revient, finit par avoir le dessus sur Cédric, et après son coup de phénoménal, il fait le tomber pour obtenir une nouvelle fois la victoire. Après le match, les deux équipes vont continuer le combat, et elle va s'étaler sur le sol via un Swanton Bomb à l'extérieur qui était quand même vraiment douloureux à regarder. Et finalement, c'est Cédric qui est sur le point de laver son honneur en plaçant en Super Hurricane Rana à AJ. Mais AJ va contrer ce Super Hurricane Rana en prenant les jambes de Cédric et en plaçant un super Styles Clash via la deuxième corde. AJ célèbre au-dessus de ses adversaires qui sont tous au sol. Et pour tout vous dire, je suis vraiment mitigé sur ce segment. Je suis très mitigé parce que le match était bon. Et j'adore tout ce qu'ils font avec AJ Styles et le club en particulier. Parce qu'ils continuent d'être ultra dominants et j'aime beaucoup ça. Mais pauvre Cédric, putain, pauvre Cédric. Comme j'ai dit, déjà, ça commence, il se fait battre en 5 minutes à Clash of Champions. C'est déjà horrible pour lui. Ensuite, là, il repère son match alors qu'il est sur une dynamique de vengeance. Il repère son match. Et après, alors qu'il attaque AJ après le match, il se fait encore une fois exploser et perd face à AJ. Le gars est hyper talentueux. Et là, il s'est mangé 3 défaites face à AJ Styles en l'espace de un peu plus de 24 heures. C'est chaud, ça fait mal au cul pour lui, ça fait vraiment mal au cul, il a tout raté. S'il était censé avoir un push, je comprends pas trop en quoi ces 3 défaites sont censées l'aider. Genre vraiment pas, et j'espère qu'ils vont rétablir le tir parce que Alexander, encore une fois, est un super talent et ce serait dommage qu'il soit gâché de la sorte. Mais bon, encore une fois, tout ce qu'ils font avec Styles, c'est génial, donc c'est compliqué, par ce segment, c'est compliqué. Un peu de comédie, on parlait du segment 24/7. R-Truth, qui est accompagné de Carmella, va rencontrer notre bon maire Kane, mais ne va pas reconnaître ce dernier. Kane va donc lui faire visiter un stade de foot et lui présenter un officier de police, qui était en fait qu'un arbitre déguisé. Kane va faire le tomber sur R-Truth, qui se prend tout seul un poteau du stade pour devenir le nouveau champion 24/7. Mais Truth n'abandonne pas si vite et parvient à se positionner sur la limousine de Kane, qui se dirigeait vers le show de la WWE. Après une deuxième altercation entre les deux, Truth parvient à convaincre Kane qu'être champion 24/7 demande beaucoup de responsabilités à plein temps, et qu'en tant que maire, il serait difficile d'assumer ses responsabilités. Kane finit donc par laisser le titre à Truth, et ils se dirigent ensemble dans les coulisses du show, main dans la main, pour passer un bon moment. C'était un segment original pour titre 24/7, qui fait le taf et qui divertit, c'était assez rigolo. Et on passe à beaucoup plus sérieux, avec enfin la finale du King of the Ring. Et ce n'est même pas le main event. Alors, c'est génial, on est à la finale du King of the Ring, déjà elle est pas à Clash of Champions, et maintenant elle n'est même pas dans le main event. Plus d'un mois de préparation pour arriver à cette finale, et elle tombe en plein milieu d'un Monday Night Raw. Sérieux? Alors, ils essaient de te faire croire que c'est important, ils éteignent la lumière comme pour un match championnat, mais bordel quoi. Bon, allons-y donc.
Le Baron affronte le petit Chad Gable, et malgré tout ce que j'ai dit, malgré le fait que j'aurais bien préféré avoir Joe contre Gable, car cela faisait plus de sens, force est d'admettre que cette finale était énorme. Cette finale était énorme. Le match était putain de bon. Alors pourquoi c'était pas Clash of Champions? Restons calmes. Parlons de ce match. Au début, Corbin maîtrise Chad, mais celui-ci a joué son rôle d'underdog à la perfection. Il n'a rien lâché et résisté à chaque attaque de Corbin pour finalement prendre le dessus en fin de match. Honnêtement, c'est sans doute un des meilleurs matchs du Baron avec celui contre Cedric Alexander. Mais bref, alors que le plus petit s'apprête à livrer une sorte de crucifix, le Baron le contre et place son End of Days pour le compte de 3. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Le Baron est maintenant roi. Agenouillez-vous devant le roi Baron. Sur les 16 participants, c'était lui depuis le début. Ricochet? Drew McIntyre? Samoa Joe? Bien sûr que non. C'était le Baron. C'était le Baron. Alors bon, après, je reste mauvaise langue. Je reste mauvaise langue parce que Corbin, honnêtement, il a fait un super tournoi et était présent dans 2 des meilleurs matchs de ce dernier. Mais bon, on aurait tous préféré voir Chad gagner, bordel. On aurait tous préféré voir Chad gagner. Mais bon, nous sommes à WWE, donc voilà. Baron Corbin est notre roi, et le roi du ring. Baron Corbin, roi du ring, ça sonne bien, hein. J'espère qu'ils vont constater l'immense talent de Chad Gable, ainsi que la sympathie qu'il dégage, parce que c'est un putain de bon babyface. Donc espérons que malgré cette défaite en finale King of the Ring, ils vont pas abandonner Chad Gable et que... Oh là là, je parle là, franchement, j'en sais rien. Je trouve que c'est dommage. J'aurais bien aimé voir Chad Gable gagner ce tournoi. Je pense que il aurait peut-être plus gagné que Baron Corbin, qui a déjà assez de mauvaises hits comme ça. Maintenant, en plus, on rajoute le fait que ce soit le roi. Je sais pas si c'était le meilleur move. Encore une fois, je suis mauvaise langue. Il a fait un super tournoi, Corbin. Il a fait vraiment un super tournoi. Voilà, on aurait tous aimé voir quelqu'un d'autre, mais c'est le Baron. Quelque part, on s'y attendait, je pense. On se disait c'était pas possible, mais si, c'était possible. Je savais pas quoi penser de ce segment. Normalement, j'aurais été énervé, mais si les matchs de Baron Corbin auraient été nuls, j'aurais été vraiment énervé. Mais encore une fois, il a fait des putains de bons matchs, donc... compliqué de s'énerver. Allez, on va dire que c'est presque mérité. Je reste quand même sur mes gardes. Oh putain, il y a les Street Profits. J'avais oublié. Juste après ce match, il y a les Street Profits. Oh putain, ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la pub pour les prochains shows ou un recap de ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire leur merde habituelle. Non, ils sont là pour célébrer, car Maria Kanellis va révéler le sexe de son futur bébé. Oh, c'est vrai? Putain, ça a l'air... J'ai trop envie de voir ça, j'avais trop envie de savoir en fait. J'étais vraiment curieux, je me disais putain, mais putain, ils ont raison, moi aussi j'ai envie de savoir le sexe du bébé de Maria Kanellis. Non putain, ça commence mal. Alors Mike, le mari, est évidemment là, hein, accompagné d'une ribambelle de jobbers dont Ricochet... Ricochet? Ok, qu'est-ce que Ricochet fout là? Ricochet? Alors attends, si Ricochet est là, il va forcément être impliqué. Ricochet ne veut pas être là s'il n'est pas impliqué dans cette putain de storyline débile de Mike qui est soumis à sa femme. Donc Ricochet va être impliqué dans la pire storyline actuelle de WWE. Il va être impliqué dedans. C'est pas une blague. Et effectivement, alors que Maria révèle que son bébé est un garçon, tout le monde fait ouais. Elle enchaîne en apprenant que le vrai père de cet enfant n'est pas Mike, mais que c'est Ricochet. Mike est évidemment très en colère et défie Ricochet dans un match 1 contre 1 sur le ring maintenant. Ok, je pense que je ne suis pas le seul à trouver que le comportement de merde de Maria n'est pas divertissant, mais putain, qu'est-ce que Ricochet fout là? Vous n'aviez personne d'autre en tête pour faire partie de ce dégueulis narratif? Non, vous fallait mettre Ricochet dans cette histoire. C'était nécessaire de mettre Ricochet dans cette histoire. Eh bien, allons-y. On a le match. Ricochet contre Mike Kanellis. Alors, Mike n'a jamais été aussi bon sur un ring. Hein. Il a été hyper agressif. Mais Ricochet va évidemment esquiver une bonne partie de ses offensives pour finalement enfin décider de se battre et exploser la gueule de Mike parce que c'est Mike Kanellis et que lui c'est Ricochet. Donc forcément, il l'explose. Donc à la fin du match, Mike est complètement dégoûté et sa femme arrive sur la rampe. Elle est énervée et dit que même en poussant son mari à bout,
il n'est pas foutu de gagner un match. Ricochet n'était donc pas le père du bébé, cependant, elle continue son petit traquenard chiant en révélant que le vrai père est Rousseff. Rousseff est de retour. Ok, ça a l'air sérieux. Attends, ça veut dire que si Rousseff est de retour et que c'est vrai, il a trompé Lana? Mais c'est what the fuck? Mais putain, surtout, est-ce que vous avez vu cette moustache? Rousseff est revenu équipé d'une putain de moustache bulgare. Bordel, il est fabuleux. Il est fabuleux, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait? Il va martyriser le pauvre Mike, hein, c'est son retour. Il va finir par laisser son Rousseff Crush pour faire taper son adversaire. Il célèbre à la fin avec cette moustache et encore une fois, juste what the fuck. On va faire un petit récap de ce segment. Déjà, les Street Profits. Ensuite, le retour de l'historienne Horrible Canelis avec la révélation du sexe du bébé qui en a quelque chose à foutre. Ensuite, c'est le pauvre Ricochet qui a rien demandé, qui se retrouve dans cette histoire, il a rien demandé. Ensuite, Mike se fait exploser alors qu'on pourrait tous penser qu'enfin il va gagner un match après cette révélation. Non, il continue à perdre. Et enfin, c'est Rousseff qui fait son retour avec une moustache bulgare et qui se révèle être le père du futur bébé de Maria Canelis. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Non mais c'est... Alors... Normalement ça m'aurait vraiment énervé tout ça. Mais là, ça s'est tellement enchaîné à la vitesse de l'éclair, il y a eu tellement de trucs what the fuck qui sont passés en même temps à la suite comme ça. On n'a rien demandé, on s'est fait gangbang. Vince McMahon est arrivé et fait oh là là, Rousseff fait son retour avec une moustache et c'est le père de Maria Canelis. What the fuck? What the fuck? Putain, et si vous voulez passer un bon moment, mais regardez mon électro, hein. Des fois, c'est hilarant. Ah putain, ça fait du bien de sourire. Ça fait du bien de sourire parce qu'on arrivait à la moitié de ce show, de ce Serge Podcast. Si vous êtes habitué de l'émission, c'est vraiment notre petite interlude musicale où on écoute les musiques de Voldano. Mais avant d'écouter ça, j'aimerais encore une fois faire un retour sur mon départ. J'ai déjà dit, mais c'est une page qui se tourne. Je vous invite à voir cette vidéo sur le moulin de Voldano. Je vous invite à vous abonner à toutes les chaînes, au moulin, à la chaîne de mon frère. Mon frère, c'est quelqu'un de formidable. À télécharger les albums de Voldano gratuitement sur Bandcamp si vous aimez la musique que vous allez écouter. C'était une chouette aventure. Je suis content d'en avoir fait partie. Je suis content d'en avoir fait partie à accompagner de mon frère. C'était génial. On a fait plein de choses. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qu'on a sorties sur le moulin parce que il y a des perles. Il y a vraiment des perles. Et écoutez, pour cette interview musicale, j'ai décidé de choisir un morceau spécial qui s'appelle Au revoir Voldano. Parce que pour le coup, il fait référence à ce qui se passe avec moi en ce moment. Donc j'aimerais dire au revoir Voldano, lui rendre hommage avec cette musique. On écoute ça tout de suite.
Allez, séchez vos larmes. Séchez vos larmes et il est temps de continuer à parler de ce Monday Night Raw. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez aimé cette musique, si elle vous a rendu nostalgique, et vous a fait sourire peut-être, qui vous a fait pleurer, si vous êtes une grosse lapette, n'hésitez pas à télécharger les albums gratuitement et à vous abonner partout. Allez, on enchaîne avec un bon match. Allez, c'est Rey Mysterio qui affronte Cesaro. Donc sur le papier ça va être super bien. Avant le match, Cesaro va énerver Rey en disant qu'il fera du mal à Dominique, le fils du luchador. Et Rey va donc attaquer évidemment le cyborg suisse, forçant ce dernier à se battre en legging le reste du match. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'enlever sa tenue, du coup il se bat en legging le mec, il est ouf. Nous avons deux excellents lutteurs qui ne demandent qu'à être bien bookés, en particulier Cesaro. Nous avons donc un excellent match, parce que oui, c'était vraiment fantastique. Les spots stylés et les deux adversaires échangeant coup sur coup. Mais au final, c'est encore Cesaro qui prend le tombé. Clean. Ça me fait chier. J'aime bien Rey Mysterio. Mais Cesaro a bien plus besoin de victoire que lui. Bien plus. Et étant donné que le fait que l'on se rapproche de l'éventuelle retraite de Mysterio, il donne des matchs et des victoires à ce dernier pour bien builder son dernier affrontement. Mais par pitié, arrêtez de donner ce pauvre Cesaro qui a des capacités athlétiques exceptionnelles et qui fera un super champion US intercontinental, bordel. Voilà, Cesaro a encore perdu. Le match était excellent, mais Cesaro a perdu. Bref, passons. Passons à quelque chose de bien plus prometteur en termes de carrière. Les AOP, les Authors of Pain, font leur retour. C'est un segment que j'ai adoré. Les auteurs de la douleur, Akam et Rezar, sont habillés en costard et parlent dans leur langue natale, l'albanais et le benjabi, dans une promo en vidéo. Alors déjà c'est con, mais le fait de les entendre parler dans ces langues étrangères orientales, on va dire entre guillemets, c'est con, mais ça les rend vraiment dangereux. C'est vraiment vrai. On dirait des sortes de mafieux, ils étaient en costard, qu'il fallait pas emmerder, et j'ai vraiment adoré ça. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils révèlent qu'ils ne sont pas battus depuis des mois parce que la fédération ne le veut pas. La raison est qu'ils blessent ces lutteurs. Ces derniers se sont donc plaints. Mais Akam et Rezar sont des combattants. Ils n'en ont rien à foutre de blesser des adversaires et bientôt ils mettront à terre la division par équipe qui est selon eux très fragile. Et oh putain ça va chier, j'ai adoré cette promo. J'ai l'impression qu'ils ont un niveau à des années-lumière des autres lutteurs par équipe et j'aime ça. Dans le kayfabe évidemment, je dis qu'ils sont meilleurs dans le kayfabe que les autres équipes. J'ai hâte de voir leur retour sur le ring en espérant quand même qu'ils ne passent pas des semaines à exposer des jobbers parce qu'on a déjà vu ça, mais ça, enfin, les Authors of Pain ont l'air d'être prometteurs. Et ça a l'air d'être vraiment, vraiment cool. On passe à un match par équipe. Les anciennes championnes par équipe, Sasha Banks et Bayley, affrontent les nouvelles Alexa Bliss et Nikki Cross. Et le match était bon. Le match était bon, rien de spécial à dire. C'était un bon match tag team féminin. Mais le plus intéressant était le traitement du personnage de Bayley ainsi que celui de Nikki Cross. Pendant le match, Bayley a en effet encore fait preuve de sadisme en blessant le genou d'Alexa Bliss, empêchant cette dernière de continuer le match à mon plus grand plaisir. Elle va continuer à exécuter des prises de heal sans se rendre compte que c'est une heal, et encore une fois, j'adore ça, le fait que Bayley ne se rende pas compte de ce qu'elle fait, c'est vraiment quelque chose que je trouve excellent en termes d'écriture. Et malgré le fait que Nikki soit seule contre deux lutteuses, elle a donné énormément de fil à retordre à Sasha et Bayley. Elle était même sur le point de gagner à un moment. Mais bon, elle finit par abandonner suite à un back statement de Sasha. C'est comme ça, mais Nikki a vraiment été bookée de manière forte, ce que j'aime beaucoup. Peut-être qu'elle se rendra compte par elle-même qu'elle n'a rien à foutre avec ce boulet d'Alexa Bliss. Peut-être. Bref, elle perd le match, mais elle était largement la meilleure lutteuse ce soir-là. Malheureusement, après le match, Sasha n'en a pas fini et prend une chaise pour frapper Nikki au sol, mais c'était sans compter sur notre championne, l'homme Becky Lynch, qui vient sauver Cross, armée elle aussi d'une chaise. Il se passe alors un combat de maître Jedi, remplacer simplement les sabres laser par des chaises, que Becky va remporter, mais Bayley vient aider son amie. On va peut-être avoir le remake d'Obi-Wan et Qui-Gon contre Dark Maul, parce qu'elles sont toutes armées de chaises, on sait comment elles s'en servent, vraiment un combat de sabres laser avec des chaises. Mais c'est Charlotte qui vient à son tour sauver Becky. Par contre, Charlotte, elle en a rien à foutre. Hein. Elle arrive en talons aiguilles, sans chaise, et étale Bayley au sol tranquille. Ah ouais, elle s'embrolle, c'est la reine, c'est comme ça. Sasha va ensuite se faire alors martyriser par Becky avec des coups de chaise, puis va romper à l'extérieur rejoindre son ami. Becky et Charlotte se fixent du regard. Elles étaient les meilleures ennemies, mais ont maintenant deux ennemis communs.
Les 4 femmes sont toujours hyper bien bookées, j'espère cependant que Sasha et Bayley vont obtenir quelques victoires pour affirmer qu'elles sont aussi fortes que Charlotte et Becky après ce qui s'est passé à Clash of Champions. J'ai toutefois bien envie de voir la suite. En coulisses, on va aussi ensuite avoir Sasha qui va vouloir un rematch contre Becky à Hell in a Cell. Elle va traiter Becky aussi de salope, c'est pas très sympa. Et Becky va donc accepter le challenge via une promo backstage. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. J'ai hâte de voir ce rematch Sasha contre Becky Lynch. C'était un super match à Clash of Champions. Elles ont montré quoi elles étaient capables dans un Hell in a Cell. On va peut-être avoir cette victoire de Sasha, excusez-moi, je parle un peu vite, que l'on a envie de voir. Voilà ensuite le match inutile dont tout le monde se fout, typique d'un Monday Night Raw, Lacey Evans contre Dana Brooke. Lacey Evans est en rivalité avec Natalya, donc elle va gagner le match en utilisant la prise de soumission de cette dernière, le sharpshooter, et elles vont sûrement se réaffronter dans un ultime match très prochainement. On s'en bat complètement les couilles, passons au main event. Le champion universel Seth Rollins affronte une partie des champions par équipe de Raw, Robert Roode, et putain, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu Roode dans le main event? Ah, ça me fait plaisir. Ah oui, ça fait super plaisir. Plutôt, je disais que son personnage retrouvait une bonne dynamique, et ce match, ce main event, vient confirmer ce ressenti. C'était un bon match. Avec l'aide de Dolph Ziggler, Robert Roode a mis notre champion universel en légère difficulté, mais Rollins a fini par mettre KO son adversaire avec un curb stomp. C'est le champion, je vois pas trop le problème qu'il gagne plutôt facilement contre Robert Roode. Je suis content de voir Robert dans le main event, c'est le principal. Rollins fait donc le tomber, mais Ziggler intervient et attaque Seth. Le match s'arrête donc, c'est une victoire de Seth Rollins par disqualification. Et alors qu'on pourrait imaginer un face venir en aide à Rollins, c'est au final les 3 membres du club qui viennent prêter main forte à Dolph Ziggler. Et ça, encore une fois, j'ai adoré. Cette alliance entre le club Roode et Ziggler n'était pas une chose de courte durée. J'ai l'impression que la WWE veut garder ses 5 catcheurs alliés pendant le plus de temps possible, et ça me fait trop plaisir. Je le redis, mais je rêve de voir Roode et Ziggler rejoindre le club comme des membres à part entière. Ce serait tellement génial. Enfin, comme une nouvelle Nexus, quoi, mais genre, vraiment, le club serait à 5 membres, ce serait beaucoup trop ouf. Bref. Là, ils sont à 5 sur Rollins, c'est un massacre complet. Rollins se prend un Magic Killer, puis un Styles Clash, puis un Super Kick. Mais c'est alors que la musique de Kane retentit, et l'ancien démon devenu maire arrive sur le ring et met à terre les 5 lutteurs avec des bonnes grosses claques dans la gueule, et un double chokeslam sur Styles et Anderson. Kane s'apprête à célébrer en faisant péter les flammes aux 4 coins du ring comme il le fait à l'accoutumée, mais toutes les lumières s'éteignent alors. Et c'est le Fiend qui apparaît alors derrière Kane et lui place un gros mandible claw qui évanouit ce dernier. L'aspirant numéro 1 au titre universel s'approche à genoux de Seth Rollins d'un air menaçant. C'était simplement un avertissement. Les lumières s'éteignent de nouveau et le show se termine. Et bah quel bon main event! Quel bon main event! Après tout, c'est la solution de facilité. T'as envie de faire un bon main event, tu mets le film dedans. C'est pas très compliqué. Mais plus que ça, l'alliance, le club qui continue à être allié avec Roode et Ziggler, c'est génial. Le fait que Seth Rollins n'ait plus vraiment d'alliés, c'est génial aussi. C'est fait martyriser le pauvre, c'était fantastique. Et faisons un bilan. Faisons un bilan parce que ce Raw était très particulier. Parce que, bien que je sois pas d'accord avec quelques décisions, on est obligé d'avouer qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses ce soir. Les histoires vont avancer, le club est toujours aussi dominant, le film est de plus en plus présent, le baron a remporté le King of the Ring, Becky et Charlotte ont l'air de s'allier, les auteurs of Pain vont bientôt exécuter leur retour, Robert Roode reprend de l'importance, Rousseff est de revenu avec une putain de moustache. Il s'est passé des trucs ce soir. Il s'est passé beaucoup de trucs. Et au final, le seul truc qui était vraiment à chier du show, c'était ce segment foireux de qui était le père du bébé de Maria. Mais encore une fois, on a eu ce Rousseff et sa moustache bulgare qui sont revenus. Donc ce segment... Comment dire, ce segment était à la fois fabuleux, mais nageait dans la merde. On a eu une alliance de fabuleux et de caca tout le temps qui se côtoyaient de très près ce soir. Mais on va dire que le fabuleux et le caca se sont bien entendus. Ils se sont bien entendus, donc au final c'est peut-être le plus important. Voilà, c'est la conclusion de ce Monday Night Raw. Le fabuleux et le caca se sont bien côtoyés. C'est une bonne phrase pour résumer ce show, c'était Serge Voldan. Maintenant, on va parler de catch sur ma chaîne uniquement. Le Moulin de Voldano, c'est terminé. Mais n'hésitez pas à vous abonner quand même au Moulin de Voldano. Et écoutez, on se retrouve demain pour SmackDown, en espérant un show un peu plus
déséquilibré en termes de qualité. Allez, je vous embrasse. Et à demain les Voldanites.